Vous avez, vous, déposé, avec un autre député, mais un ou deux amendements à cette loi sur la définition et les conditions de protection du secret des affaires. Alors, d'abord, une première question là-dessus. Vous avez été taxé par le Canard enchaîné la semaine dernière d'introduire un cavalier législatif. Alors, j'explique pour les internautes ce qu'est un cavalier législatif. C'est grosso modo un article de loi qu'on ajoute à une loi, mais qui n'a pas grand-chose à voir avec l'esprit général de la loi. Qu'est-ce que vous avez à répondre à ça ? Dans un texte qui fait 107 articles et qui, en sortant de la commission, en a fait 200, on pourrait aisément considérer qu'il y a donc 100 cavaliers budgétaires, enfin cavaliers législatifs. Est-ce que les amendements que nous avons portés en sont? C'est le Conseil constitutionnel Est-ce que ça a vraiment un lien avec la croissance et le pouvoir d'achat pour reprendre l'intitulé de la loi que de parler du secret des affaires? Moi, je crois que oui, puisque si on a déposé cet amendement-là, c'est l'aboutissement d'un travail qui a là aussi été conduit par la délégation parlementaire au renseignement et qui s'appuyait sur une analyse de la délégation interministérielle à l'intelligence économique. Quel était le constat? Une grande partie de nos petites entreprises dans les circonscriptions dont nous sommes les élus sont victimes d'une prédation économique. C'est-à-dire que tant qu'elles ne sont pas protégées par des brevets, tout leur travail de recherche peut être pillé par souvent des amis, y compris pas très éloignés sur le plan géographique. Il ne fallait pas une loi dédiée à ça, finalement, plutôt que d'ajouter ça en catimini, on va dire. Non, mais c'est pas. Je réfute l'idée du catimini, parce que par définition, le travail parlementaire, c'est toujours l'aboutissement d'un travail préalable et d'une opportunité. C'est vrai qu'on aurait pu faire un texte à part, c'est la raison pour laquelle, d'ailleurs, on avait, avec Bruno Leroux, déposé une proposition de loi au mois de juillet qui portait sur ce sujet. Il y a là, et on l'a dit dès le mois de décembre, à compter du moment où il y avait une opportunité d'un véhicule législatif qui avait à les faire avec les entreprises, il ne nous paraissait pas anormal d'essayer de faire adopter ces amendements qui, je crois, seront utiles pour les petites entreprises, pas pour les très grandes entreprises qui sont déjà extrêmement bien protégées et qui savent faire, mais par les petites entreprises. Alors on comprend bien la nécessité de protéger nos savoir-faire, mais en revanche il y a Transparency International qui s'inquiète des conséquences de ces dispositions en disant on risque de pénaliser les lanceurs d'alerte, c'est-à-dire la protection des citoyens qui signalent des pratiques dangereuses ou illégales. Comment on concilie la protection de nos savoir-faire et la liberté d'alerter? La réaction de Transparency est extrêmement importante et j'ai écrit au président de Transparency parce que justement j'étais soucieux, parce que peut-être vous rappelez-vous que j'étais le rapporteur à l'Assemblée nationale de la réforme du règlement de l'Assemblée dans lequel nous avons justement, de la loi sur la transparence de la vie politique, dans laquelle nous avons protégé les lanceurs d'alerte. Moi je crois beaucoup à ce mécanisme vertueux. Et donc c'est la raison pour laquelle l'écriture de l'amendement prévoit explicitement, à la fois sur le plan pénal et à la fois sur le plan civil, que quelqu'un qui dénonce une infraction, c'est ça le lanceur d'alerte, n'est pas concerné, ne se verra pas opposé. De la même manière, parce que j'ai lu aussi une incertitude de la part des journalistes, nous avons mis dans l'amendement que dans la loi de 1891, celle de la presse, le secret des affaires n'est pas opposable à des journalistes. Et donc, justement parce qu'il faut être... Nous ne créons pas des muselières, il ne s'agit pas d'empêcher quiconque de faire de l'investigation, mais il faut protéger ce capital qui demain va générer de l'emploi.